Ce hacker a un tableau de chasse complètement hallucinant. Tout seul, il a piraté le Premier ministre indien, l'actuel président des États-Unis, il a aussi infiltré la messagerie du gouvernement Macron et même fait quelques misères au Vatican. Parce que, pourquoi pas. Le truc, c'est que quand on se frotte à des gens aussi puissants, on peut parfois se retrouver dans des situations délicates. Surtout quand on a une fâcheuse tendance à s'approcher très près, trop près, des limites de la légalité. Alors, est-ce que c'est pour ça qu'aujourd'hui, Baptiste Robert a décidé de raccrocher son costume de Grey Hat ? Réponse sans filtre, tout de suite. La vie de tech, c'est simple. C'est eux et leur ordi. Tout est prévisible, sous contrôle. Non, ça, c'est ce qu'ils voudraient qu'on croie. Parce que la réalité, personne n'ose nous la raconter. Enfin, jusqu'à aujourd'hui. En Tronche de Tech, on va leur tirer les vers du nez. On va leur faire raconter leurs meilleures anecdotes. Les nuits où tout part en sucette et les bugs que personne ne comprend. Et puis, s'ils sont sympas, on les laissera peut-être se vanter de quelques réussites. Je m'appelle Mathieu Sanchez, je suis le CTO d'Akazi et je vous souhaite une excellente écoute. Salut Baptiste, comment ça va ? Très bien. Cool. Écoute, bienvenue sur Tronche de Tech, très content de t'avoir. J'ai cru comprendre que tu avais une actualité bien chargée. On fait ce qu'on peut, effectivement. L'actualité est très chargée et c'est pour ça qu'on aime bien la cyber, c'est qu'on s'ennuie jamais. Oh, bah, trop cool. Écoute, ce qu'on fait sur Tronche de Tech en général, c'est qu'on fait un petit exercice au début où je te demande de te présenter en 3 phrases. Ok. Alors, je m'appelle Baptiste Robert, je suis marié, j'ai des enfants, je suis chef d'entreprise. J'ai hacké il y a quelques années pas mal d'applications et de sites internet liés à des gouvernements. Et aujourd'hui, je passe une bonne partie de mon temps à faire des conférences, environ 30 à 40 conférences par an. Et également, je développe des outils OSINT via mon entreprise Predictalab avec toute mon équipe. Et on essaye, que ce soit en Europe et un petit peu aux États-Unis également, de sensibiliser sur l'empreinte numérique et sur les capacités de l'OSINT quand elle est bien employée. On reviendra sur Predictalabs et ce que tu fais maintenant. Mais avant de parler de maintenant de ton actualité, je voulais revenir justement sur tout ce que tu as fait avant. Et la première question, c'est vraiment comment toi, t'es arrivé dans la tech au tout début ? Alors moi, je suis de formation, j'ai fait les classes préparatoires Maths Sup, Maths Spé assez classiquement. J'ai ensuite rejoint une école d'ingénieurs qui s'appelle l'ENSET, qui est en centre-ville de l'ENSET pour faire ingénieur télécom et réseau. Okay. Donc absolument pas lié en soi à l'informatique, c'est plutôt lié en soi aux personnes qui vont mettre des switches, vont faire monter des réseaux, architecturer des réseaux, ce type de choses-là qui est au demeurant passionnant. Et ensuite, derrière mes études, j'ai été engagé dans une société de services, comme beaucoup, pour travailler chez Intel, donc l'américain, okay, et travailler dans l'équipe audio qui bossait notamment sur les sujets de référence phone. À l'époque, Intel s'était pas mal mis sur le créneau des téléphones, faire des téléphones de référence, ensuite revendus à d'autres constructeurs de téléphones. Et donc j'ai travaillé dans l'équipe audio, ensuite j'ai travaillé dans l'équipe Power and Performance, j'ai fait une petite passe aussi dans ce qu'ils appelaient à l'époque le New Device Group, NDG. Okay. Et donc ça a été assez passionnant. J'ai eu la chance, le plaisir de voir plein de strates, de couches différentes dans un téléphone. Et j'ai toujours fait un peu de développement, que ce soit du développement au niveau d'applications mobiles, mais aussi un peu plus bas, notamment kernel, même driver kernel, etc. Donc j'ai vraiment eu cette chance d'avoir une expérience professionnelle dès le départ qui était entourée de gens qui savaient, des gens d'expérience qui savaient et qui travaillaient sur des sujets très divers. Et c'était super intéressant. Donc j'ai un profil tech dès le départ parce que déjà
adolescent, j'ai acheté, chose que je raconte souvent, j'ai mon premier bouquin d'informatique, je l'ai acheté alors que j'avais pas d'ordinateur. J'ai OK. acheté un bouquin de Java, pour apprendre à faire du Java et je codais en Java, sur une feuille de papier et j'avais pas de à l'époque, fallait un gros PC, fallait faire tourner son Eclipse, j'avais pas tout ça et donc j'ai acheté mon bouquin j'avais, je sais pas, de 13 ans, 12-13 ans, un truc comme ça, comme ça pour le lire parce que ça m'intéressait et puis, petit à petit, voilà, le parcours académique a fait que je me suis retrouvé à l'ENSET et derrière, Mais comment tu codes sur papier, mais du coup, enfin, je veux dire, tu l'exécutais dans ta tête, quoi. En gros, jamais ça. bah, c'est ça, ouais, c'est tu l'exécutes dans ta tête et puis après alors on a eu au bout d'un moment un ordinateur, dans le salon comme tout Ouais. le monde, dans les premiers ordinateurs un peu, familiaux qui sont arrivés et j'essayais d'installer des trucs au bout d'un moment, mais avec plus ou moins de succès et voilà donc mais tu apprends les concepts, Ouais. l'algorithmie qui est en fait, le plus important. OK. Et donc, suite à ça, donc tu fais donc du mobile. Quand tu fais du mobile chez Intel, c'est avant les smartphones? Les premiers smartphones ou Non, non, non? non, 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 il y a pas mal de smartphones, c'est vraiment sur les alors on est dans les premières versions d'Android, mais c'était déjà bien poussé. D'accord, OK. Et comment tu bifurques vers la partie cybersécurité, du coup? Par hasard, comme beaucoup, mais la vraie histoire, c'est que, on est tous, et je pense que je parle au nom de beaucoup de gens dans la tech, tous les ingénieurs, développeurs ou autres, on rentre chez soi, une fois qu'on a mangé le soir, on s'embête un peu, on prend son ordi sur les genoux sur le canapé et on a notre petit projet perso, qui soit lié à nos loisirs, soit, parce qu'il y a un sujet d'intérêt qu'on n'a pas le temps de creuser au taf et on essaie de se mettre dessus. Bah, moi, mon projet perso, un jour, ça a été de dire: «Bah, tiens, je vais chercher s'il n'y a pas des problèmes de sécurité sur mon téléphone personnel». OK. Et mon téléphone personnel, c'était le OnePlus à l'époque et donc je me suis posé plein de questions de dire: «Bah, comment je récupère le firmware? Comment je fais du reverse engineering? Comment je récupère, les applications système?» et cetera et cetera et j'ai commencé à pousser, là-dessus vraiment que par curiosité et étape par étape et c'est comme ça que ça m'a amené à la entre guillemets, «à la cybersécurité» et alors je partais pas de zéro non Mmh. plus, faut dire ce qui est, puisqu'en fait, comme je travaillais sur ces sujets-là, j'étais, un moment développeur AOSP, Android Open Source Project. OK. Donc mon travail, c'était de faire des versions custom de Android, littéralement de modifier l'OS. Donc je connaissais non seulement le cycle de vie d'un téléphone, mais je connaissais à peu près les endroits où il y avait des loups, où potentiellement il fallait chercher. Et donc je partais pas de zéro, mais je partais pas de grand-chose non plus et l'idée, c'est, par curiosité, de s'y mettre et le soir, je travaillais sur ces sujets-là et j'ai travaillé des heures et des heures, sur ces sujets parce que, ça m'intéressait, ça m'amusait et j'ai fini par, trouver des choses. Et donc, t'as trouvé quoi? T'as trouvé un truc sur le OnePlus? Plusieurs trucs, j'imagine? Sur le Ouais. OnePlus, j'avais trouvé effectivement une application système. Donc les applications système, pour mettre un peu de contexte, c'est les applications qui sont préinstallées sur votre Mmh. téléphone et qui, ont plein de droits en fait, qui ont les droits système par définition, qui sont supérieurs à une application que vous allez installer vous, en fait, sur votre téléphone. OK. Et donc, quand vous ouvrez le téléphone, que vous le sortez de la boîte, en réalité, il y a déjà plein d'applications qui sont installées. C'est celles qui sont dans la version custom d'Android, justement, que tu fais toi ou? Enfin, c'est ça, C'est ça dans commence. tout en fait, tous les constructeurs en ont. Mais tous les constructeurs ont les leurs propres. C'est-à-dire qu'en fait, tu as la version d'Android de base et après, toi, tu rajoutes en tant que constructeur tes propres applis système, Alors non? oui et non. OK. C'est-à-dire que, il y a en réalité les téléphones, ils passent par les mains de plein d'intermédiaires avant d'arriver jusqu'à vous. Mais au tout début, c'est Google et après il y a 2 sociétés par lesquelles ça passe. Et en gros, eux rajoutent leurs applications et ensuite ça passe par d'autres intermédiaires qui eux-mêmes rajoutent leurs applications. Donc ça peut mais la base de la base, il y a quand même des applications système qui se retrouvent un peu dans tous les téléphones parce que ça dépend des puces qui sont sur ces téléphones-là et c'est fourni notamment par les fournisseurs de puces. OK. Donc, en gros, on retrouve un peu les mêmes applications système partout. Si ça vient de Qualcomm, par exemple, il y a des chances que vous les retrouvez dans beaucoup de téléphones. OK. Et donc, tu trouves quoi?
je trouve, alors ce que je trouve, c'est dans une application système, il y avait une porte dérobée, si on peut dire. Ok. Il y avait un des développeurs qui s'était laissé la possibilité de devenir root. Donc, vous utilisiez, pour les personnes qui connaissent pas forcément, vous avez la capacité avec Android de brancher votre téléphone à un ordinateur et discuter via ADB. ADB, c'est un acronyme pour Android Debug Bridge. Ok. Et donc, vous pouvez ouvrir un terminal directement dans votre téléphone. Et donc, vous êtes un utilisateur normal, sans droit particulier. Et le but du jeu, ça va être de devenir root, comme sur un Linux, un Ubuntu ou WAKS, classiquement. Et là, en envoyant une ligne de commande, vous aviez la capacité, en fait, de devenir root, Ok. tout simplement parce qu'il avait laissé une porte dérobée. Ok, donc ça veut dire que n'importe quel téléphone de cette marque, tu pouvais le prendre, le brancher et prendre le contrôle et tout voir ce qui est sur le téléphone, toute la vie privée, tout ce que tu veux, quoi. Tout est exfiltré, en fait. À partir du moment où vous avez les droits root, vous pouvez tout faire. Ok. La contrainte étant qu'il fallait brancher le téléphone, il fallait avoir un accès physique au téléphone. Ouais, Donc tu pouvais quand même pas le faire à c'était distance. grave, Ouais. mais déjà, c'était pas à distance. Ouais, ok. Mais c'était cette backdoor, c'était complètement un oubli, un hasard, ou c'était intentionnel? C'était On le saura jamais. ouais. On le saura jamais. C'est ça, personne. Ouais. En fait, l'intention qu'il y a derrière dans la porte dérobée potentielle, ça peut être un oubli, ça peut être aussi opérationnellement, ça a du sens. C'est-à-dire que ce que savent pas forcément les gens, c'est que quand on crée des versions d'Android custom, on va avoir 3 types de builds. On va avoir les builds debug, on va avoir les builds user debug et les builds user. Ok. Sur les builds debug, vous avez la possibilité très facilement d'être root, c'est pas un problème, vous pouvez bosser quand vous êtes développeur, vous pouvez faire plein de trucs, c'est cool, vraiment vous avez l'accès libre. Quand vous faites les téléphones, c'est-à-dire que quand ils sortent de la chaîne de production, il faut bien pouvoir tester, ne serait-ce que tester le matériel, être en capacité de dire est-ce que les capteurs qui sont, il est tout chaud, vous imaginez le téléphone qui sort tout chaud de la ligne de production à Shenzhen, de dire est-ce que le capteur, la lampe elle fonctionne, est-ce que le capteur luminosité il fonctionne, est-ce que l'écran il est pas craquelé, et pour ça il y a des applications système qui sont installées pour automatiquement tester en fait tout ça. Ok. Et donc, ça peut s'entendre d'avoir une espèce de porte dérobée pour opérationnellement, ah tiens, j'ai un problème sur un des téléphones, je vais me donner les accès routes. Ça devrait pas être le cas, mais ça peut très bien être par facilité. Et comme on est tous un peu feignants, notamment dans la tech, ça peut se comprendre. Après, ça peut aussi être plutôt malveillant ou intentionnel, si on peut dire. Mais ça, personne ne le saura jamais et on ne pourra pas le dire. C'est dire soit l'un, soit l'autre, ce serait mentir. Il y avait eu débat un peu pour le fait de l'enlever, du coup, quand tu avais remonté ce truc? Non, pas de débat. Non, du tout. Ils l'ont enlevé direct derrière. Non. Ok, trop bien. Donc ça, c'est un peu ta première faille, le premier truc que tu trouves. Ouais. Derrière, j'ai vu un truc marrant, c'était plus connu en Inde qu'en France. C'est vrai ça? Ouais. Pourquoi? Tout à fait. Au départ, c'était vraiment ça, parce que je me suis vraiment, par concours de circonstances, j'ai monté rapidement en termes de followers, de par l'exposition médiatique et c'est allé vraiment d'un coup. J'ai monté très vite en termes de followers, notamment sur Twitter, et j'ai eu beaucoup de followers de nationalité indienne qui me venaient, qui me demandaient est-ce que tu peux tester ci, tester ça, etc. Et il se trouve que c'était en 2018, peut-être, quelque chose comme ça. J'ai beaucoup de followers qui m'ont demandé de tester la même chose, qui était une application du gouvernement indien, et dans un temps très très court. Okay. Et c'était au début de l'année, vraiment au début de l'année. Et je me suis dit, pourquoi pas, je vais regarder. Il se trouve que c'était un calvaire, l'application était vraiment extrêmement mal faite, une des pires que j'ai vues. Okay. Et donc j'ai commencé à travailler sur ce sujet-là, un sujet en entraînant un autre, j'ai travaillé sur d'autres applications et j'ai travaillé 2-3 ans sur plein d'applications, notamment gouvernementales indiennes. Ok, mais juste sur ton temps libre en fait, par Sur mon temps libre, ouais, exactement. Okay. C'était sur mon temps libre. Après, j'ai toujours travaillé, quasiment toujours en indépendant. Okay. J'ai dû avoir un travail salarié 1 an et demi, un peu moins. Donc, j'ai pas duré très longtemps en salarié. Et après, je travaillais à l'époque pour une start-up
on faisait certaines choses et où j'avais du temps. Je faisais beaucoup de recherche et développement pour mon travail, ce qui Ouais. m'occupait. Et donc, c'était assez connexe par rapport à ce que je faisais à côté. Ok. Et donc sur les applis indiennes, là, t'avais fait la première sur laquelle tu travailles, c'est l'appli du Premier ministre, c'est celle-là? Non, Non? c'est pas la première. C'est pas la première. L'application du Premier ministre indien, donc Narendra Modi, j'ai travaillé dessus. J'ai travaillé dessus bien après. C'est pas vraiment pas tout de suite. Ok. Et c'est quelque chose qui est venu après. Ouais. Ok. Et du coup là-dessus, ça avait fait pas mal de vagues. Je sais plus ce que t'avais trouvé. T'avais trouvé quoi, la data qui était exposée, c'est ça? Et alors là-dessus, ce qu'il faut comprendre dans l'application du Premier ministre indien, c'est qu'on est sur une application qui est très particulière, qui a pas vraiment d'équivalent chez nous, Ok. puisque c'est l'application personnelle de Narendra Modi. Ok. C'est pas l'application du Premier ministre. Chez nous, le Premier ministre n'a pas d'application fondamentalement. C'est comme si je vous disais, c'est l'application d'Emmanuel Macron Ok. en son titre propre. Et dans cette application, elle est gigantesque, plus que tout est énorme en Inde. L'unité de base en Inde, c'est le million. Ok. Quand vous faites quelque chose, il y a tout de suite 1 million de personnes qui viennent. Et donc, dans cette application, ça fait plein de choses. Ça fait réseau social, ça fait appel à la mobilisation, ça fait plateforme de news. Et vous allez renseigner tout un tas d'informations. C'est vraiment une application qui est très spéciale, qui n'existe pas ailleurs. C'est un peu comme. Est-ce que ça fait penser à l'appli chinoise, je sais plus, c'est WeChat, ou tu sais, qui est une plateforme où il y a un peu tout, sauf que c'est pas brandé de quelqu'un, quoi. Oui et non, ce serait mentir que dire que c'est comme WeChat, mais c'est parce que là c'est pire, c'est vraiment lié à une personnalité politique. Ouais. Donc c'est encore pire. Et dans cette application, en fait, dans les différents tests que j'avais fait à l'époque, je m'étais rendu compte que cette application, elle envoyait des données à une société américaine. Ok. Et qui était tenue par 2 personnes de nationalité indienne. Et il y avait, pour des questions d'analytics, et dedans il y avait énormément de données personnelles qui étaient exposées, notamment par exemple pour des données qui chez nous paraissent compliquées à donner, mais pour les femmes, le nom du père, la religion, ce type d'informations là. Et donc on n'était pas très longtemps après Cambridge Analytica, et donc le fait de collecter tout ça avait fait pas mal de bruit. Ouais, j'avais vu que, parce qu'il y avait eu du coup, il y avait eu un petit peu un scandale, et puis il y avait eu, c'était remonté au Parlement, c'est un truc comme ça, non? C'est ça, ou? Exactement, ouais, ils avaient parlé. Après, c'était à la suite de plusieurs actions que j'avais fait chez eux, mais effectivement, au bout d'un moment, ils en ont eu un peu marre, et il y a même un parlementaire indien qui, en séance, avait dit, mais qu'est-ce qu'il nous veut, ce Frenchie là? C'est qui ce mec derrière? Il faut peut-être qu'on arrête de passer pour des idiots. Et derrière, en fait, ça avait permis quand même des choses, c'est-à-dire qu'ils avaient lancé une campagne de sécurisation de leur site internet. Et c'est vrai que moi, je voyais même les résultats de l'extérieur. C'était plus facile au début qu'à la fin. Okay. Donc il y a eu des actions. Après, je me suis un peu acharné, il faut dire ce qu'il y a, mais il y a eu des actions derrière. Pourquoi tu t'acharnais autant? Est-ce que je veux dire, c'est quoi ton... C'est ça qui était très drôle, c'est qu'il y avait zéro raison. Ouais. Il y avait zéro raison, mais il y a eu plein de théories, et c'est là où c'était super marrant. Les autorités ont cru pendant très longtemps que c'était un Indien, en réalité une personne de nationalité indienne, qui était cachée à Delhi, et que moi j'étais un prête-nom. En réalité, ils m'ont cherché très longtemps alors que je me cachais pas. Ils ont cherché si j'avais la famille indienne. Il y a eu plein de théories super drôles. Et du coup, toi, t'as fait quand même. J'avais lu que t'avais fait, du coup, t'étais allé chercher le parti opposé aussi pour aussi faire leur appli, pour montrer. C'était ça, l'idée, c'était de montrer qu'en fait, toi, t'avais pas d'opinion politique, c'était juste de la cybersécu, quoi. C'est ça. C'est exactement ça. J'avais fait l'autre partie, effectivement, parce qu'il n'y a pas de raison. C'était un peu moins grave de mémoire. Ouais. Et t'avais trouvé des trucs aussi. Et je revenais vite fait sur cette appli. Enfin, en fait, c'est quand même une appli où t'acceptes, du coup, culturellement, c'est très différent, parce que t'acceptes de donner, déjà, même si ta donnée ne part pas aux US, t'acceptes quand même de donner toute ta donnée à une personne, quoi. C'est même plus une entité. Enfin voilà, c'est fou, quoi. Et c'est là où il y a un sujet qui est très important, et qu'on mesure assez mal, nous Français / Européens. C'est que la notion de vie privée veut absolument pas dire la même chose en fonction des pays, et c'est très dur de juger. J'ai toujours évité de tomber dans ce travers-là. Par exemple, en Inde, j'ai beaucoup travaillé sur le programme qu'ils appellent Aadhaar.
Aadhaar. C'est un programme d'identification nationale indien où chaque personne de nationalité indienne s'est vue attribuer un numéro. Ok. Là, comme ça, vous allez dire, en termes de vie privée, c'est un enfer, etc. Et en fait, petit à petit, dans la société indienne, ils ont rajouté, tout a été lié de plus en plus à un numéro Aadhaar. Ok. C'est-à-dire que prendre un abonnement téléphonique avec le numéro Aadhaar, ça vous prend 2 heures. Ça prend une semaine si vous ne donnez pas le numéro. Et petit à petit, c'est devenu obligatoire partout. Donc, c'est pas de la contrainte, mais un petit peu quand même. Ouais, ok. Et donc, il y a un vrai changement sociétal, mais en même temps, donc c'est un problème en termes de vie privée, et on peut se le dire, mais en même temps, ils ont un problème aussi de recensement. Et en réalité, le fait de donner ce numéro-là, ça leur a permis d'avoir toute une campagne de recensement. Il y a en Inde des villages où il n'y a pas d'électricité. Donc, on est dans des considérations qui sont complètement différentes et avec des vrais sujets de fond qui sont pas sur les mêmes niveaux que nous. Donc oui, effectivement, c'est un problème en termes de vie privée, mais qui suis-je déjà pour juger? Et après, ils ont des problèmes d'infrastructure. Il y a un truc que j'aime bien rappeler, mais un des programmes principaux de Narendra Modi sur son premier mandat, c'est de mettre des toilettes publiques. Ok. Parce qu'il y avait un vrai problème, les gens faisaient le long des routes, etc., et que c'était un problème de sécurité Santé, ouais, publique. ouais. Donc on n'est pas sur les mêmes considérations, on n'est pas sur les mêmes sujets. Ouais, ok. Oui, mais c'est. Donc Ouais. c'est là où c'est philosophiquement, il faut faire attention à ce qu'on dit. Oui, de toute façon, oui, mais toi, après, de toute façon, ton rôle, c'était juste d'exposer, en fait. Après, Voilà. puis tu laissais après C'est ça. gérer. Ok. Pas intéressant. Et donc, à un moment, t'es passé sur plutôt côté américain. T'as fait des trucs avec des applis de Trump, non? C'est ça? Exactement. J'ai travaillé un petit peu sur des applications. Donc c'était pendant le premier mandat de Trump. Ok. Premier mandat de Trump, donc j'ai travaillé sur une application de dating, donc un espèce de Tinder pour les républicains. C'était pas très compliqué à trouver, mais j'avais réussi à trouver leur base de données Ok. avec tous les utilisateurs, tous les chats associés. Ça avait été fait rapidement et assez mal. J'avais travaillé sur un Yelp, une alternative à Yelp, donc faire les notations des restaurants, mais l'idée, c'est de dire quels sont les restaurants qui t'acceptent avec ton chapeau, ta casquette MAGA et ton flingue. C'était ça, c'était littéralement ça. Ok. le slogan. Donc j'avais trouvé pas mal de choses sur ça aussi. Et voilà, l'idée, c'était très opportuniste Ouais. de ça. Mais t'as été un petit peu challengé là, non? Là-dessus, j'ai vu que t'as eu des menaces, un peu, des trucs comme ça, parce que tu l'as eu régulièrement, ça, enfin, c'est pas spécifique Oui, forcément. pas que là, mais oui, j'avais un petit excité là qui était dire je vais te reporter, je vais te report au FBI, Ouais. blablabla. Ouais. Oui. Ça t'a jamais arrêté? Ça t'a jamais, tu t'es pas fait du souci pour ces trucs-là? C'est quoi, comment dire? J'ai eu une période de fait tout le passage avec l'Inde, tout le passage où j'ai travaillé sur les sujets indiens, ce passage aussi au côté US. Ça a été une période qui est, je vais pas dire compliquée, mais avec une exposition extrêmement forte. Ouais. C'est-à-dire que ce qu'il faut comprendre, c'est que par exemple en Inde, je suis passé à peu près dans toutes les télés indiennes. Je suis passé à l'équivalent à 20h, à l'équivalent de BFM, pour donner un peu. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Inde, la télé, c'est le moyen de communication principal. C'est vraiment le média principal que tout le monde utilise. Et donc j'ai eu une exposition extrêmement forte. J'ai des gens qui m'ont suivi dans la rue. J'ai des gens qui ont planqué devant chez moi. J'ai des gens qui ont sonné chez moi. Et donc je parle souvent dans mes interventions de modèles de menaces, c'est-à-dire quelles sont les menaces qui pèsent sur moi. Et fut un temps, le fait de se faire arrêter dans la rue ou de se faire agresser physiquement faisait partie Des risques. de mon modèle de menace très clairement. Okay. Donc en termes de niveau de menace et d'insultes, même aujourd'hui ça me fait un peu rire, mais j'étais à un niveau assez haut, si je puis dire, avec une espèce de paranoïa un peu contrôlée, mais parce qu'on est tous un peu paranoïaques, mais de faire très très attention à ce qu'on fait. Ouais. La réalité, c'est que les insultes sur Internet sont rarement suivies des faits, mais voilà, j'ai eu des gens qui m'ont envoyé des photos devant chez moi.
devant chez moi en disant je sais où t'habites, blablabla. Ok. Donc il faut graduer le niveau de menace. Effectivement, un Américain un peu zélé qui te dit ouais je vais te reporter au FBI, déjà ça marche pas tout à fait comme ça. Et en plus de ça, si tu restes dans la légalité, Ouais. il faut distinguer en fait le côté technique, le côté légal et le côté politique. Et quand ça touche à Donald Trump et quand ça touche au côté politique, c'est un vrai sujet. Et les gens ont tendance à s'emporter très très vite sans forcément en disant un peu n'importe quoi. Mais d'un point de vue légal, tu avais le droit de faire le reverse engineering de ces apps en fait? C'est un vaste sujet. Ok. C'est un vaste sujet, en fait, c'est la question. Ça a beaucoup évolué ces dernières années sur ce sujet-là, mais si je devais, c'est un truc que j'ai déjà dit aussi, mais si je devais me définir, j'étais plus du côté grey hat. C'est-à-dire que il y a plein de fois où j'ai testé des choses où j'avais pas le droit de les tester. C'est évident. Par contre, j'ai jamais exploité. C'est-à-dire que j'ai trouvé des failles de sécurité, mais j'ai jamais exploité ces failles de sécurité et encore moins pour en tirer pour un quelconque profit, que ce soit financier ou autre. Donc le but du jeu a toujours été d'essayer de sécuriser, d'essayer de contacter les sociétés en question pour qu'ils sécurisent leur système ou la donnée de leurs utilisateurs. Ouais. Donc en fait, avec ce prisme-là, et c'est maintenant un peu la législation qui est passée, c'est si ton but c'est de tester la sécurité des systèmes et que tu n'exploites pas, alors dans ce cas-là, tes intentions sont bonnes. C'est un peu Harry Potter qui tape sur la carte du maraudeur. C'est un peu la même idée. Donc je dis pas que j'ai toujours été dans les clous, c'est pas le cas, mais comme beaucoup, et c'est mentir que dire dans la cybersécurité que tout le monde a toujours été dans les clous, c'est un mensonge plus grand que d'autres. Par contre, j'en ai jamais tiré un profit financier et ça n'a jamais été le but, et j'ai toujours essayé de faire de mon mieux. Est-ce que j'ai pas fait d'erreur? On fait tous des erreurs et on a toujours des choses à se reprocher, ça c'est sûr et certain. Par contre, j'ai essayé vraiment de faire mon maximum et aujourd'hui, si c'était à refaire, je ferais peut-être 2-3 trucs différemment. Mais ouais, tu peux me en parler. Tu sais ce que tu ferais différemment ou pas? Tu peux le dire ou... Je ne veux pas rentrer dans les détails, mais oui, il y a peut-être des communications. En fait, en termes de communication, c'est difficile de communiquer. Ces sujets-là sont difficiles parce que les gens comprennent pas. C'est un sujet qui est très technique. Ouais. La cybersécurité est un sujet très technique. C'est un sujet qui est très impactant en même temps parce que ça touche tout le monde. Mais les gens comprennent pas forcément le côté technique. Donc, il faut vulgariser. Donc simplifier sans forcément trahir le côté technique, tout en restant dans la vérité technique, si je puis dire. Et en fait, c'est très nuancé, tout ça, c'est jamais noir ou blanc la réalité. Donc c'est compliqué de faire passer de la nuance et globalement dans notre société à notre époque, la nuance est compliquée. C'est clair. Mais du coup, il y a quand même un sujet où je crois que tu avais été un peu critiqué, c'est sur la partie, toi, tu avais quand même ce truc de toi, tu donnes tout. Parce que souvent, la pratique qu'on dit, c'est en fait, on prévient les constructeurs, les gens qui possèdent l'app, on leur laisse le temps pour se débrouiller, et puis il y a plus ou moins un jeu de pression en disant, bah voilà, on va le publier une date. Toi, c'était plutôt genre, t'étais cash, tu publiais tout, et... Alors, en fait, il y avait deux sujets. Il y avait l'idée première de mon compte qui au départ ne portait pas mon nom. Il portait le nom d'Elliot Alderson. Mr. Robot. C'était de Mr. Robot, exactement. Et pour les gens qui ont vu la série, l'idée c'était vraiment de dire si Elliot Alderson existait dans la vraie vie et qu'il cherchait vraiment des failles de sécurité, comment il se comporterait? Et s'il avait un compte Twitter, comment il posterait? Et c'était un peu ce côté, et c'est un côté du hacking, et le monde du hacking est comme ça, il y a un côté très subversif, un côté très challengeant vis-à-vis de l'autorité. C'est la culture du hacking qui est très liée aussi à la culture qui est très liée à l'anarchisme en réalité. Et donc le vrai monde du hacking, c'est ça. Historiquement. Et donc sur ce sujet-là, en fait, j'avais deux points de vue différents. C'est-à-dire que l'idée était de dire très souvent bonjour telle société, j'ai trouvé une faille de sécurité, est-ce que vous pouvez me contacter? Okay.
avant ça, je cherchais toujours un moyen de contact. J'envoyais un email, j'essayais de contacter les gens par différents moyens. Quand j'avais pas de réponse, ce qui arrive en réalité extrêmement souvent, on parle de ça il y a 10 ans de ça, donc il y avait le bug bounty était pas aussi développé qu'aujourd'hui, et en fait la plupart du temps vous n'aviez aucune réponse. Vous pouviez avoir accès à tout et c'était là pendant des semaines et des semaines et personne faisait rien. Le fait de tweeter, notamment avec un compte un peu médiatisé, avec un peu de followers, fait que vous aviez une réponse, mais dans les 10 minutes, littéralement. Donc, en fait, j'utilisais ce levier-là, entre guillemets, médiatique, pour obtenir un contact avec la personne, et derrière, on réglait les choses correctement. Oui, donc en fait, tu donnais pas l'accès, enfin, tu révélais pas les détails du truc, quoi. Alors oui et non, c'est-à-dire que il y avait un delta, et c'est là où je dis s'il y avait des choses à refaire, peut-être que je les ferais différemment. Il y a sur certains sujets, il y a sur certains sujets, il y a des gens qui derrière te menacent. On m'a menacé de me casser les jambes plusieurs fois. Dans ce cas-là, qu'est-ce que tu fais ? Est-ce que les gens ne réparent pas et te menacent derrière ? Okay. Donc, dans ce cas-là, qu'est-ce que tu fais ? C'est aussi d'utiliser le parti pris que j'avais, qui est peut-être pas le bon, qui est de dire, moi, mon but, c'est que les données des gens soient sécurisées. Les gens, ils ont rien demandé. Fondamentalement, dans tout ça, ils n'ont pas demandé à ce que leurs données soient sécurisées. Donc, c'est d'utiliser ce compte Twitter-là que j'avais pour faire pression sur la société et de dire, si tu veux pas réparer, on va expliquer aux gens quel est le problème. Et donc, j'ai essayé d'expliquer quel était le problème. Après, il y avait un autre point qui était super intéressant et pareil, philosophiquement compliqué, qui est de dire, vous avez l'application de Donald Trump, vous avez que des républicains, une application de nazis, j'arrive au point Godwin tout de suite, vous trouvez une faille de sécurité. Dans cette application-là, vous avez que des sales personnes. Mais vraiment, il n'y a pas de doute. Qu'est-ce que vous faites ? Est-ce que vous reportez le problème de sécurité ? Ça a beau être des sales personnes, est-ce qu'ils méritent d'être exposés ? Ouais, c'est la morale de chacun. Et ouais, clairement, c'est là où exactement. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est que c'est jamais blanc ou noir. Tout ça est très nuancé. À la fin, c'est des choix. Il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. Il faut toujours essayer de rester dans le cadre. S'il y a des jeunes qui nous écoutent, et c'est important de le dire, ne faites pas ça. Ce qui était vrai il y a 10 ans l'est plus forcément aujourd'hui. Et ce que j'ai fait à l'époque est plus difficilement faisable maintenant, pas parce que c'est compliqué et que voilà, c'est parce que le cadre, l'époque, l'atmosphère a changé aussi. Donc c'est important de comprendre que tout ça est très nuancé, que le but le plus compliqué, c'est pas de trouver la faille. En réalité, c'est de trouver la bonne personne au sein de la société pour réparer. C'est ça le plus dur. Et c'est en ça que, par exemple, la mécanique de bug bounty est intéressante parce que vous avez tout de suite les bonnes personnes en face. C'est fait pour, t'as un cadre légal pour chercher des failles, quoi. Voilà. Ça répond pas à tout et je suis pas un grand défenseur du bug bounty, mais grosso modo, ça amène au moins ce côté-là et un bac à sable pour les personnes qui en font. Mais la vraie vie est compliquée. Et je veux revenir sur du coup toutes ces apps que tu as regardées, tu le vois en 2 secondes qu'il va y avoir un truc où tu vois où il faut vraiment que tu creuses. En fait, c'est comme tout développeur qui a déjà fait un peu, comme tout développeur, comme toute personne qui travaille longtemps sur un même sujet. Tu sais où chercher. Tu cherches un peu toujours aux mêmes endroits. Okay. Et en fonction de la qualité du code, tu sens un peu la seniorité de la personne ou des personnes qui ont travaillé sur le sujet. Donc tu sens un peu la compétence technique qui est derrière et tu vois si le truc est carré ou pas. Donc tu peux te faire une idée très très rapidement. Oui, il y a des fois, en 5 minutes, j'avais trouvé des trucs. Ouais. Il y a des fois, ça m'a pris des semaines. Et est-ce qu'il y a des fois où tu t'es dit, là, ça a l'air vraiment carré en 10 minutes et tu dis, je cherche pas, de toute façon, il n'y a pas de chance, non ? Ça dépend, c'est toujours pareil. Ça dépend le but de ta mission, si je puis dire. Si tu t'es résolu, t'es motivé à trouver une faille dans cette application, le but du jeu, c'est d'y rester longtemps. Par exemple, moi, j'ai travaillé dans un contexte professionnel, j'ai travaillé très longtemps sur WhatsApp. Okay. Fait du reverse engineering sur WhatsApp pendant très longtemps. Et donc là, c'est compliqué parce qu'il y a des mecs géniaux derrière qui ont fait les gars sont vraiment bons. Ouais.
mais tu peux faire des choses. Si tu restes assez de temps et que tu travailles un peu en profondeur, tu peux trouver. Ouais, parce que toi, t'es focus sur la partie sécurité et eux, c'est une partie de de ce qu'ils font, quoi. Donc, c'est pas facile. Exactement. Et en fait, ce n'est qu'une question. Il y a un truc que j'aimais bien, que j'ai vu il y a quelques temps, notamment sur Instagram, c'est la règle des 10 000 heures. Et c'est ce que j'explique aussi aux jeunes très souvent en conférence ou autre, c'est de dire, si tu veux, beaucoup demandent comment je rentre dans la cybersécurité, comment je commence. Et ben il y a la règle des 10 000 heures. Tu prends un sujet, tu travailles 10 000 heures dessus. Et tu lâches rien et tu ne laisses aucune question sans réponse. C'est-à-dire, faut pas prendre les choses pour acquis. On a tendance à être beaucoup dans une relation de consommation aujourd'hui. Et c'est un vrai sujet et un vrai problème dans ces métiers-là. C'est que faire du hacking, qui n'est pas forcément lié à l'informatique au passage, c'est être curieux. Et la curiosité nécessite de se poser des questions et de trouver les réponses associées. Personne ne va vous trouver les réponses pour vous. En plus, on est dans une époque où c'est beaucoup plus facile de trouver les réponses parce qu'il y a beaucoup plus de contenu, beaucoup plus de manières d'accéder à cette information-là. Et donc, pour faire la différence là-dessus, vous prenez un sujet, vous n'allez pas être bon partout. C'est impossible d'être bon partout. Moi, je suis nul, mais alors... dans des domaines, c'est incroyable, et qui sont de la cybersécurité. C'est quoi les domaines où t'es pas bon en cyber, tiens? Il y a des sujets où moi j'ai fait beaucoup de reverse engineering. J'en ai fait beaucoup sur Android. J'en ai fait pas mal sur iOS aussi. J'en ai fait un tout petit peu sur Windows, par exemple. Windows, c'est pas forcément mon sujet. Il y a des gens qui vont être très très bons à faire, par exemple, des exploits, c'est-à-dire à essayer de trouver à exploiter des failles de sécurité qu'ils ont trouvées. Il y a la cybersécurité, c'est extrêmement large. Il y a plein de choses. Et donc, on peut pas être bon partout. Donc, l'idée, c'est de prendre un sujet, de focus sur ce sujet et d'y passer 10 000 heures. Alors, à raison de 3 heures, entre 21h et minuit tous les soirs, 10 000 heures, vous avez le temps, vous avez quelques semaines à y passer. Et c'est vraiment de pas abandonner, de prendre le truc et d'essayer de travailler le sujet. Mais ce qui est intéressant, moi je dis ça souvent, c'est cette espèce de curiosité désintéressée. C'est-à-dire, t'as pas forcément d'objectif, mais t'avouer que t'as pas compris, c'est pas laisser tomber un truc que t'as pas compris, parce qu'en fait, quand tu le creuses, déjà t'apprends plein de trucs sur le chemin, et puis c'est ça que voilà, c'est vraiment ça. Donc je pense que c'est effectivement un excellent conseil. Juste, tu m'as dit à un moment que t'avais été menacé avec des photos et tout. C'était lié à des trucs que tu avais fait à l'étranger ou c'était lié à des trucs que tu avais fait en France? Ça veut dire c'est des gens qui étaient en France, quoi, qui étaient sur le territoire. Il y a des gens, pas forcément, mais il y a des gens qui étaient en France, ouais. Ok. Ouais. Mais t'as fait des trucs sur des applis françaises aussi? Ouais. Ouais, tout à fait. Ouais. T'as fait quoi? C'est quoi le truc le plus marrant que t'as fait? Celui le plus médiatisé, c'était sur Chap, donc l'application interministérielle qui avait été sortie à l'époque. Okay. Et j'avais réussi à me faire passer. Donc c'est une application de messagerie qui avait vocation à remplacer WhatsApp dans les échanges entre les fonctionnaires et entre les ministères. Okay. Et cette application-là, qui existe toujours, hein, qui est toujours en place, est bien en place. J'avais réussi à me faire passer pour un employé de l'Élysée, donc à m'inscrire. Normalement, on ne pouvait s'inscrire à l'époque, c'est plus le cas maintenant, mais on ne pouvait s'inscrire que si on avait une adresse gouvernementale ou en Élysée, donc en gouv.fr ou en élysée.fr. Et j'avais réussi à contourner l'authentification pour me faire passer pour un employé de l'Élysée. Ok, d'accord, ouais, donc effectivement pas prévu. Mais du coup, tu avais accès à des choses que tu aurais. Enfin, tu vois, est-ce qu'il y avait des accès ou en fait c'était bloqué parce que c'est que des communications privées? J'étais comme un utilisateur de l'Élysée, donc j'avais accès au groupe public, au carnet de contact, etc. Comme un utilisateur. Oui, puis tu aurais pu contacter quelqu'un qui aurait pas forcément su qui t'étais, mais comme tu avais une adresse Gouv, c'était assez grave. C'est ça. Okay. Après, j'ai travaillé beaucoup sur Stop Covid. Okay. J'étais un grand opposant à Stop Covid. J'avais trouvé pas mal de failles de sécurité aussi sur ce sujet-là. Okay. Voilà, il y en a un paquet. Je sais que tu avais fait le Vatican aussi, mais il ne reste pas beaucoup de temps. Alors du coup, on va passer plutôt sur la partie... En fait, on peut dire que tu as un peu raccroché cette partie-là de ton histoire avec... Oui. Voilà. Il y a une raison pour laquelle tu as raccroché, tu vois? C'est parce que tu es parti sur les nouveaux trucs ou quand même tu étais un peu lassé par ce... Il y a différents. Alors j'ai raccroché sans raccrocher, c'est-à-dire que aujourd'hui j'ai une activité qui est un peu différente avec Predictalab. Donc j'ai monté ma société avec un associé il y a 5 ans maintenant. Donc je travaille sur les sujets sur le sujet de l'OSINT, donc du renseignement en source ouverte. Et en fait, la création de Predictalab vient d'un constat que j'avais fait à l'époque.
j'ai beaucoup travaillé sur les sujets de désinformation. Ok. Les sujets de désinformation qui sont encore trouvables d'ailleurs sur Twitter. À l'époque, c'était notamment au moment des Gilets jaunes. L'idée était d'essayer de comprendre un petit peu la transmission de l'information, la viralité de l'information, qui étaient les relais d'influence qui essayaient de modifier la perception, notamment du mouvement des Gilets jaunes à l'époque, pas pour les Français, mais pour les étrangers. Ok. Donc j'avais regardé tous les tweets en anglais donc c'était passionnant et j'ai eu l'occasion d'aller voir les services du Premier ministre, service de communication du Premier ministre à l'époque, et je me suis rendu compte qu'on n'avait rien. On était à poil. Ok. Littéralement, on avait un vrai problème de compétences et de méthode sur le sujet. Et en discutant avec mes interlocuteurs, ils m'ont dit bah franchement, si tu as un truc à faire, vas-y quoi, parce que là il y a un sujet. Et en travaillant sur ce sujet-là, je me suis rendu compte que le premier problème qu'on avait, c'était la donnée. Si étudier la désinformation sans données, ça veut rien dire. Ok. Et les plateformes ne sont pas prêtes à donner, ne veulent pas, on peut le dire comme on veut, donner la donnée. Et encore aujourd'hui, c'est encore pire que ce que c'était à l'époque. Ok. En fait, Et ils donc, essayent de garder sur leur plateforme le max de trucs et que ce soit difficile à exploiter, quoi. Ouais. Oui, et puis c'est le nerf de la guerre. C'est sûr. Ils veulent pas ouvrir le capot et on sait pourquoi. Mais donc on a commencé en fait à créer des API sur différents sites on a fait du reverse engineering, donc ce que je faisais mais avec un autre contexte pour aller justement être en mesure d'étudier cette donnée, Ok. d'étudier ces sujets de désinformation. Et petit à petit, en fait, j'ai glissé vers l'OSINT, le renseignement en source ouverte, pour créer des outils qui permettent aux gens qui font des enquêtes, dans le cadre d'investigation, que ce soit dans le public ou dans le privé, il y a plein de métiers où on fait des enquêtes. Et c'est ça qui a donné naissance à nos différents produits. On a Predicta Search, Predicta Graph, Stealers AI, plein de produits qu'on a aujourd'hui et qu'on commercialise à différents endroits. Mais rentrons un peu là-dedans du coup parce que tu vois donc l'OSINT c'est la recherche en sous-surveillance. Donc tu vois moi si je dis ça à quelqu'un il va te dire c'est des recherches Google quoi. Donc c'est un moyen. Mais tu vois pourquoi une question c'est pourquoi il y a pas tout sur Google en fait. Pourquoi t'arrives pas tu vois juste avec Google à trouver tout ce que tu as envie. Alors tu trouves déjà plein de trucs avec Google et je suis dans l'OSINT, c'est une méthodologie, c'est pas un outil. Ok. Donc l'OSINT, c'est la capacité, c'est trouver du renseignement à partir d'informations disponibles publiquement. Ok. Et dans la définition, si on se remet un petit peu dans la définition de ce qu'est un renseignement, et moi je suis assez casque-pointe sur ces sujets-là parce que c'est très important, le vocabulaire est important. Le français a plein de mots différents et en règle générale, quand il y a des mots différents, c'est que ça veut dire des choses différentes. Ouais. Il y a une différence entre information et renseignement. Le renseignement, c'est une information qui va être actionnable, c'est-à-dire c'est une information sur laquelle on va pouvoir baser une décision. Il y a une autre définition que j'aime bien, c'est une information avec un haut degré de certitude. Ok. Et donc notre métier, c'est littéralement de prendre de l'information, de la recouper et à la fin d'arriver à un renseignement qui va être une information sur laquelle je vais pouvoir baser une décision. Et c'est un sujet qui est extrêmement militaire au départ, et on le comprend pourquoi, c'est de dire je veux aller faire une frappe, je veux aller bombarder tel endroit, faut que je sois un peu sûr de mon coup. Oui, il faut pas se baser sur une rumeur quoi. Ouais. Bon voilà, il y a un exemple que je prends souvent, c'est l'analyste de la CIA, il y a un film là-dessus qui est très bien, qui va voir Obama, qui dit on a trouvé Ben Laden dans telle maison. La première réponse d'Obama, c'est de dire vous êtes sûr à combien de pourcentage? Et la réponse, je crois que de mémoire, c'était 60 ou 70%. Ok. À partir de ce renseignement-là, je prends la décision d'envoyer des gens. Et on voit le caractère extrêmement important d'être sûr de soi, sûr de cette information, en disant peut-être je vais envoyer des gars, des super costauds dans une maison où il y a personne, ou alors le truc il est blindé de bombes et ils vont tous exploser. Donc le renseignement, c'est à ça que ça sert, c'est à être utilisé dans le cadre de décisions stratégiques. Donc en fait, le truc qui est plus que Google, c'est que toi, tu vas corréler différentes sources d'informations pour à un moment un petit peu presque calculer un score de fiabilité.
Et puis il y a pas que Google dans la Ouais. vie. La réalité, c'est qu'Internet fonctionne pas comme ça. Internet, c'est un ensemble de machines qui est connecté. Il y a des sites Internet un peu partout et la partie qui est indexée par les moteurs de recherche, que ce soit Google ou d'autres, ce n'est qu'une petite partie de ce qui existe réellement. Et la manière, en fait, il faut comprendre, et on en revient un petit peu à ce que je racontais tout à l'heure sur la curiosité, comprendre les choses qui nous entourent. En fait, comment ça marche Google? Google, ils ont des petits robots qui crawlent en permanence Internet, qui vont naviguer dans Internet et qui vont récupérer les informations des pages disponibles. Sur chaque site Internet, vous avez un fichier qui s'appelle robot.txt qui dit à ces robots-là, tu peux aller là, mais tu ne peux pas aller ici. Donc, en tant que webmaster, en tant que développeur de site internet, d'application, quel qu'il soit, vous pouvez lui dire non, c'est mort, tu vas pas indexer ça. Et il y a plein de parties qui ne sont pas indexées en réalité. Et donc, aller faire de l'OSINT, c'est faire des recherches Google, il n'y a aucun problème avec ça, mais c'est aussi aller faire des recherches sur des forums particuliers, aller creuser, c'est analyser de l'information, et des sources ouvertes, c'est pas que Internet, vous avez plein de sources ouvertes, c'est aller aux archives municipales, c'est comme ça, le début de l'OSINT, historiquement, c'est ça, c'est aller aux archives, c'est vraiment trouver tout type d'informations, et il n'y a pas que les réseaux sociaux, il y a plein de sujets différents, plein de sources différentes, et c'est pour ça que c'est passionnant parce qu'il y a beaucoup de choses. Et notre Internet à nous, Européens, Américains, n'est pas l'Internet chinois, n'est pas l'Internet russe. Et les sites, les ressources ne sont absolument pas les mêmes. Ok, ouais, c'est intéressant. Donc toi, tu fais que les sources francophones ou tu vas plus loin? Non, on a une portée qui est mondiale. Enfin, tu vois, parce que les trucs genre russe et chinois, c'est quand même hyper compliqué, non? Non, pas plus. Ça s'apprend. Ouais, ça s'apprend. Si, c'est juste que il y a rien de compliqué. C'est quand on y passe 10 000 heures, si je reprends ce que je disais tout à l'heure, il y a rien de compliqué. C'est qu'une question de temps et de motivation. Fondamentalement, on peut arriver à maîtriser un sujet ou un autre sans trop de difficultés. On n'est pas plus bête qu'un autre. Il faut pas être un génie pour maîtriser ces sujets-là non plus. C'est juste qu'il faut y passer du temps. Ouais. C'est tout. Et dernière question, parce que t'as une contrainte, et désolé, j'aurais bien faire un épisode plus long avec toi, mais là, du coup, tu m'as dit que tu es venu par la désinformation. Aujourd'hui, ce que tu fais, c'est plus de la désinformation, en fait, c'est vraiment autre chose, c'est de la recherche pour des enquêteurs plutôt, ou il y a toujours cette partie désinformation dedans quand même? Ouais, alors, on a un petit peu cette partie de désinformation. Malheureusement, c'est pas ce qui est le plus important et c'est pas un manque de volonté de notre côté, mais c'est qu'il n'y a pas de business model. Ok. Lié à ces sujets-là, c'est très compliqué. Il n'y a pas de réel marché sur la question de la désinformation, qui est un vrai sujet d'ailleurs de société globalement, puisque si personne ne lutte contre la désinformation, c'est que personne ne paye pour lutter contre la désinformation. Ouais. Et donc c'est économiquement, techniquement, il y a des solutions, il y a des sujets sur lesquels on peut travailler, il y a l'innovation, il y a vraiment plein de choses à faire sur ces sujets-là. Économiquement, c'est plus compliqué parce que si vous voulez créer une société avec un modèle viable sur la question, hyper intéressant. Je demande à voir, pourquoi pas, mais non, mais parce que je connais, j'avais reçu quelqu'un, Mathis Hamel, qui fait ça en ce moment, une société, tu vois, pour analyser. Tu le connais, Mathis, je pense, ouais. Je connais. Et voilà, donc il y a des trucs cool à faire parce que effectivement, il y a des intérêts politiques qui financent de la désinformation en fait, et derrière, il faudrait des intérêts commerciaux pour financer. Enfin bref, il y a aussi des intérêts politiques qui financent la contre-désinformation, quoi. C'est un sujet large. Ouais. C'est-à-dire que c'est un sujet qui est très large parce que la réalité, c'est que on peut faire de l'influence et en fait, ça va revenir à estimer un peu l'influence d'un tel ou en réalité, il y a des marques qui vont payer, il y a des départements marketing peut-être qui vont payer pour savoir leur reach, machin, etc. Ouais. C'est pas forcément mes sujets. Ouais, ok. Non, mais c'est forcément savoir si le parfum de L'Oréal ou le shampoing de L'Oréal a bien marché sur Twitter. Je fais, ça m'intéresse. Oui, je vois l'intérêt commercial de ce truc, mais effectivement, c'est moins passionnant. Enfin, je trouve aussi. Ouais. Ok, Baptiste, je te retiens pas plus. Est-ce que je peux te laisser un petit mot de la fin pour les gens qui t'écouteront? Avec plaisir. La vraie vie est passionnante. Il y a plein de choses à faire en cybersécurité. La cybersécurité, on va en avoir besoin dans les années à venir. C'est un secteur d'avenir, c'est certain. Par contre, on n'a pas forcément parlé, mais l'IA arrive.
Il faut être capable de vivre avec son temps. C'est la cybersécurité, c'est un milieu qui est extrêmement exigeant parce que ça bouge beaucoup. Il y a beaucoup d'actualités, beaucoup de nouveautés, que ce soit technique ou autre. C'est un sujet qui est ultra vaste parce que la cyber est politique. La cyber est géopolitique, même si je puis dire. Et donc, ça va toucher à plein de choses. Ma spécialité à moi, c'est l'OSINT. Et l'OSINT est extrêmement passionnante parce que ça touche plein de secteurs. Ça demande de parler avec plein de gens, plein de spécialistes. Donc, si c'est un sujet qui vous intéresse, allez-y. C'est passionnant. Spécialisez-vous. Prenez un sujet et essayez d'être bon là-dedans. Et vous n'allez pas être bon partout et c'est pas grave non plus, faut se le dire. C'est parce que parfois on a tendance à se mettre un peu de la pression sur certains sujets. C'est pas grave non plus. Soyez curieux, cherchez. C'est vraiment un truc super important. Cherchez. C'est pas grave de pas savoir. Moi j'ai aucun problème avec les gens qui savent pas. Par contre j'ai un problème avec les gens qui ne cherchent pas. Et ça c'est un vrai sujet. Et être en capacité justement d'analyser, de synthétiser, de savoir chercher, ça c'est extrêmement important, encore plus dans le marché du travail. Et demain, aussi, il y a un sujet qu'on voit beaucoup aujourd'hui, c'est la capacité d'écriture. Ouais. Forcez-vous à écrire. C'est bête, mais à poser votre pensée à l'écrit. Notre métier, je l'ai dit, c'est faire du renseignement. Le renseignement, c'est une information avec un haut degré de certitude. Comment on exprime en français un haut degré de certitude? Comment on exprime la différence entre un truc où, ouais, peut-être, je sais pas, nous sommes certains que... avec comment on exprime en français différents degrés de probabilité. C'est pas si simple que ça en réalité. Comment on l'exprime en anglais. C'est des sujets qui peuvent paraître bêtes, mais qui sont super importants. Et voilà, il y a plein de trucs cool à faire. Parler avec les gens, aller aux conférences, même si vous connaissez personne. Intéressez-vous. Voilà, parlez avec les gens. Le monde est petit, on se connaît tous. Et il faut être curieux. Voilà. Trop cool. Eh ben, comme l'a dit Baptiste, aujourd'hui, il ferait les choses un peu différemment. Car le monde du hacking a beaucoup évolué. Quelqu'un qui a bien compris les nouvelles règles du jeu, c'est un certain Ronnie Carta. Du haut de ses 23 ans, il a déjà piraté GitHub, Google, Epic Games et bien d'autres. Et il a trouvé des failles tellement béantes qu'elles auraient pu lui permettre d'infiltrer des centaines de milliers d'entreprises partout dans le monde. C'est probablement un des hackers les plus talentueux du moment, et il m'avait raconté tous ses exploits dans cet épisode. Eh ben écoute, merci Baptiste, je pense que j'aurais pu parler Merci 2 heures à toi. avec toi, c'est trop cool de t'avoir. Je te dis à bientôt, merci encore. À bientôt, Salut merci à toi. Baptiste, ciao. À plus.